Salut à tous, nouvelle vidéo sur l'assemblage d'un V8. J'ai récupéré le bloc de sa dernière étape d'usinage et cette fois-ci on va pouvoir monter des pièces définitivement dedans. Allez, go! Alors moi je commence les assemblages de moteurs comme ça en montant les coussinets d'Arbacam, bon évidemment parce que c'est beaucoup plus facile à faire quand il n'y a rien dedans, mais surtout parce que c'est une étape qui n'est pas forcément évidente à faire et j'aime bien mettre l'Arbacam en tout premier pour voir s'il tourne librement et si ce n'est pas le cas, c'est plus facile d'aller retoucher les coussinets ou les retirer tant qu'il n'y a rien dedans. Les coussinets Arbacam, le premier truc que moi je fais, c'est que je viens les finir. Alors les finir c'est un bien grand mot, mais c'est surtout retirer les défauts qu'il y a. J'ai jamais eu pour l'instant des coussinets qui arrivaient qui étaient nickel. Ils ont toujours des petits défauts sur les bords et quand on vient les installer, ces défauts-là en fait ont tendance à s'accentuer puisque la bague vient serrer dans le bloc et des fois elle vient serrer sur les paliers d'Arbacam. Donc l'Arbacam ne tourne pas. Donc moi je fais ça avec un petit grattoir et je viens juste faire un léger chanfrein sur le côté. Alors c'est très tendre, ça va tout seul. Et voilà, j'enlève tous les petits défauts qu'il y a. Sur le trou aussi, au central, à l'intérieur, souvent c'est percé après. Donc par exemple ici, je le sens bien, ça fait une petite barbe à l'intérieur. Donc je vais le retirer aussi. Évidemment, je fais ça sur tous et puis je vous reprends dès que j'ai terminé. Voilà, tous les coussinets d'Arbacam sont ébarbés et terminés, donc ils sont prêts à être installés dans le bloc. En parlant du bloc, j'ai oublié de vous parler d'une étape, c'est le nettoyage du bloc. C'est quand même quelque chose qui est très important. Donc évidemment, le bloc a été passé au Karcher, tous les conduits d'huile sont passés au goupillon, soufflés, etc. etc. J'en passais des meilleurs. Donc on va pouvoir mettre les bagues dans le bloc. Pour les mettre dedans, il existe ce genre d'outil-là qui permet en fait de maintenir les coussinets Arbacam bien en place et surtout de ne pas les abîmer quand on va les installer. L'astuce pour les mettre sans justement qu'ils se mettent de biais, c'est de bien les serrer. Parce que comme c'est une bague en caoutchouc, il faut bien serrer la bague contre le coussinet. Donc quand je le tourne comme ça, la bague en caoutchouc s'expanse sur le coussinet. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à bien le serrer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur le bloc. Là, deux points. Alors évidemment, il y a un cône de ce côté d'outil-là qui va aller dans là où le premier palier d'Arbacam, si vous voulez. Ça va permettre de centrer toutes les bagues. Sur les coussinets, il y a des trous de lubrification. Et évidemment, ce trou de lubrification doit correspondre au trou d'alimentation qui est en huile. Alors je ne sais pas si on va le voir sur la caméra, mais moi, pour m'aider, je fais un trait aligné sur le trou sur la bague et un trait dans le bloc. Comme ça, je vais vous montrer. Je mets l'outil à l'intérieur. Le cône bien dans le fond, je le maintiens comme ça. Et après, j'ai plus qu'à aligner le trait que j'ai fait au trait que j'ai fait dans le bloc. Et ensuite, donc là, j'ai dû le mettre à peu près à la moitié. Après, il suffit de regarder dans le trou avec une lumière.
Encore un petit peu. Un tout petit peu. Et là, je suis aligné parfaitement. Donc voilà, les 4 autres à faire, et j'aurai terminé de faire ça. Je passerai ensuite à une présentation d'arbre à cam dans le bloc pour voir s'il tourne librement. Toutes les bagues sont mises en place, donc maintenant on est censé pouvoir mettre l'arbre à cam à l'intérieur. Pour le mettre, je vais déjà commencer par faire un montage quasiment à blanc, c'est-à-dire qu'en fait je vais le mettre à sec pour voir si jamais il va bien dedans. Et si jamais il n'y va pas, c'est plus facile de devoir retoucher les bagues ou les retirer quand elles ne sont pas pleines de gras. Donc ce que je fais, c'est que je vais le mettre dans le bloc. Pour me faciliter la vie, quand il sera quasiment à l'intérieur, moi j'utilise une grande vis qui va dans un des filetage pour mettre la distribution, ce qui fait que comme ça fait une bonne poignée, quoi. Le bloc, moi je le mets à l'envers, donc je ne sais pas si vous allez le voir. Hop là. Et je vais pouvoir mettre ça à sec et voir s'il va bien à l'intérieur. L'arbre à cam est à l'intérieur, et donc, comme c'est censé le faire, l'arbre à cam est ultra libre, donc il ne faut pas le tourner, mais vous allez voir, je vais juste faire avant-arrière, et on voit bien qu'il est gras juste sur les coussinets, sachant qu'il n'y a pas de graisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le reculer un tout petit peu, au maximum, quasiment, sans le faire tomber, à peu près comme ça. Et je vais mettre de la graisse d'assemblage sur toutes les portées. Je vais le pousser plus loin, je vais faire la même chose de l'autre côté, et après seulement je pourrai le tourner. Ça évite de rayer les coussinets. Même si ces coussinets, ils ont un traitement, au moins c'est mieux. Voilà, l'arbre à cam est en place, bien graissé. Donc là, il reste là définitivement, on n'y touche plus. On va pouvoir passer à la suite. Donc c'est la préparation finale du bloc. Donc ce que j'entends par préparation finale, c'est monter tous les bouchons au niveau des passages d'eau, monter les bouchons au niveau des galeries d'huile, mettre les centreurs au niveau des culasses, au niveau de la cloche de boîte. Enfin voilà, faire toutes les petites préparations qui ne nécessitent pas grand-chose, mais qu'il ne faut pas oublier. Surtout au niveau des galeries d'huile, c'est possible d'oublier des bouchons, et là, si on s'en aperçoit par la suite, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vais faire ça.
Le bloc est prêt pour la suite de l'assemblage. Donc on vous a filmé quelques petits trucs, mais on n'a pas non plus filmé la moindre babiole montée. Mais en tout cas, tout est prêt. Je vais juste quand même revenir sur quelques points, parce que si jamais vous le voyez dans la vidéo, que vous ne vous dites pas pourquoi ça c'est pas là. On n'a pas mis les bouchons au niveau des galeries arrière d'huile, parce que je pense que je vais utiliser les 2 bouchons au niveau du haut pour alimenter en huile les culasses, et certainement le bouchon latéral pour mettre une sonde de pression d'huile. On a monté aussi la block of plate, donc en fait c'est une platine qui vient boucher l'accès au niveau de la pompe à essence. On n'en aura pas besoin nous puisque la Cuda est en injection, donc c'est une pompe électrique. Et à l'avant du bloc, au niveau de la distrib, on n'a pas mis les centreurs parce que comme on passe sur une courroie au niveau de la distribution, il y a eu quelques petits changements de plan. Il y a certainement une étape peut-être de reperçage, on verra quand on y sera là, je vous montrerai ça par la suite. Mais en tout cas, le reste est prêt et donc on va pouvoir assembler la suite du bloc en commençant par monter le vilo. Je tiens quand même à préciser que dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup d'accélérés parce que comme on a fait beaucoup de présentations avant, beaucoup de métrologie, etc., en fait là c'est un petit peu du Lego, il y a juste à empiler les pièces qu'on a préalablement montées. Donc je pense que je vais peut-être vous faire 2-3 détails sur l'étanchéité à l'arrière qui est un peu particulière sur ces blocs-là, mais le reste ça va être beaucoup d'accélérés. Donc c'est parti pour le montage du bas moteur. Le vilo est prêt à mettre dans le bloc, mais avant de le mettre dedans, il va falloir parler de la partie étanchéité arrière. Donc, sur les blocs modernes, c'est rarement comme ça. Maintenant, il y a des joints spiraires qui sont en une seule partie, donc c'est assez simple à faire. Il y a un cache qui vient se mettre directement sur la flange arrière du vilo, et ça se fait assez bien. Sur les vieilles conceptions de V8, on va dire, et certainement d'autres moteurs, le joint spi est en 2 parties. Et donc c'est assez compliqué à rendre étanche comme il faut, puisque le but du jeu, c'est d'avoir les 2 lèvres, donc les 2 lèvres qui sont ici, c'est la partie ici, qui vient sur la partie en rotation du vilo, qui permet de rendre ça étanche. Il faut que les 2 soient parfaitement alignées. Donc il faut qu'elles soient comme ça. Si jamais, lors du montage, les lèvres sont légèrement décalées, alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, si j'exagère, c'est pas possible que ça soit comme ça, mais il suffit pas grand-chose pour que l'huile puisse passer entre les 2, puisque ça fait une petite partie où les lèvres laissent passer l'huile, et évidemment ça fuit. Il faut aussi évidemment que les 2 portés ici soient bien mis à plat, et bien jointifs comme ça, sinon l'huile passe entre les 2 et ça fuit. Enfin, vous l'avez compris, souvent ça fuit. Donc déjà, il y a un sens au niveau du joint spi. Donc il y a une lèvre, je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, cette partie-là, c'est la partie en lèvre, de l'autre côté, c'est lisse, et de ce côté-là, il y a une gorge. La gorge, toujours côté là où il y a l'huile, de façon à ce que quand l'huile gonfle la partie en gorge, en fait, elle vienne appuyer d'autant plus la lèvre sur la partie à étancher. Donc là, cela vient comme ça. Et moi, l'astuce que j'ai trouvé, que j'ai vue et que j'ai essayé, parce que j'ai essayé quand même pas mal de choses, c'est au lieu de mettre les portées du joint pile poil à fleur de chaque côté, en fait, j'enfonce un côté de, mettons, 2 mm 5, donc forcément un côté est rentrant, l'autre côté est sortant, ce qui va permettre que quand l'autre joint aille par-dessus, en fait, il se centre. Il va en fait forcément vouloir aller dans la partie centrée ici, et le support, lui, va s'auto-centrer de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier point. Donc je le monte légèrement décalé. Deuxième point, j'ai essayé plein de choses, pour étancher entre les 2, et de façon à ce qu'en fait, ça vienne bien coller sans qu'il y ait, on va dire, pas de silicone qui viennent sur la partie portée, parce que c'est aussi le problème, si on commence à mettre trop de silicone, le silicone dégueule sur la partie où il y a le vilo, et en fait il a tendance à sécher en faisant un bourrelet
au niveau de la lèvre, et la lèvre en fait elle reste bloquée et elle ne fait plus d'étanchéité sur la portée. Donc moi ce que je fais uniquement sur la portée de chaque côté, le mieux que j'ai trouvé, c'est de la glu. En fait je mets un point de glu de chaque côté, les deux côtés peuvent plus bouger, sont bien collés et étanches. Et c'est la seule manière que j'ai trouvé de faire quelque chose d'étanche. Donc voilà, c'est une petite astuce. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Le reste, sur le support, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du support, mais sur les big blocks Mopar, c'est comme ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des blocs où le joint SPI est monté directement dans le palier de vélo. Chevrolet par exemple et d'autres j'imagine, mais en tout cas sur les Mopar il y a un palier on va dire qui est prévu à cet effet là, donc c'est encore quand même un petit peu plus simple à étancher. Donc voilà, donc celui-là au niveau étanchéité il faut remplir ça avec de la pâte silicone, il n'y a pas le choix, et ici sur cette partie là il ne faut pas oublier, parce que mine de rien cette partie là rend aussi étanche, de mettre une étanchéité sur joint plan. Donc moi j'utilise c'est la Loctite 518. C'est ce que je trouve qu'il y a de mieux pour faire ça. Donc voilà, maintenant que vous avez à peu près tout, je sais que c'est pas forcément évident, je mets le vélo dedans et je fais l'étanchéité. Le vilebrequin est monté dans le bloc de façon définitive, je l'espère. Donc comme vous l'avez vu, voilà, on a tout lubrifié avec de la graisse d'assemblage, tout est serré au couple. On a fait l'étanchéité arrière, j'espère vraiment que ça ne va pas fuir, on va aller brûler un cierge à l'église. Maintenant, il reste quand même à regarder, déjà, si le jeu avant-arrière, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait lors de, je pense, l'épisode 2 avec la métrologie, mais maintenant que tout est serré, on va le refaire. Donc pour faire ça, j'ai mis un comparateur qui est monté sur un support. Il est calibré à 0, avec le vélo le plus possible poussé à l'arrière. Donc j'ai pris un tournevis, et là je vais aller de l'autre côté. Et là le but du jeu c'est de voir entre 5 et on va dire donc entre 5 millièmes de pouce et 12 millièmes de pouce. La dernière fois on était à 8. Donc là, hop. Donc là poussé complètement à fond, on est encore à 8, donc ça n'a pas changé. Il n'y a aucune raison. Et on est à 0 quand on revient. Donc ça c'est bon. Et dernier point à vérifier, et c'est quasiment le plus important, et vérifier que le vélo tourne bien. Donc là, c'est vraiment nickel, il est vraiment gras comme il faut, il s'arrête sur sa lancée. Je préfère le préciser, si jamais il ne fait pas ça, si jamais vous le faites et qu'il ne fait pas ça, il faut que vous vérifiez ce qui bloque. Un vélo ne doit pas forcer dans le bloc. Donc là, on va pouvoir passer à la suite, et donc la suite, c'est monter les pistons et les bielles. Et pour ça, je vais retourner le bloc, je sors tout ça, et puis on fait la suite de l'assemblage.
Étape suivante, on a sorti le support avec tous les pistons et les bielles. Alors faites pas attention qu'il en manque un. On a peut-être monté un et on a oublié de filmer. Voilà, bref. Donc, je vais vous montrer comment mettre les pistons avec les bielles dans le fût. Pour commencer, il faut prendre le bon. On va faire celui-là. Ce qui est un peu délicat sur cette étape-là, c'est de comprimer la segmentation quand on met le piston dans le cylindre. Puisque évidemment, là, si on essaye de le mettre comme ça, la segmentation étant beaucoup plus grande en diamètre, puisque le but c'est qu'elle crée une tension sur le fût, forcément, ça va être compliqué à mettre. Pour faire ça, il existe plusieurs outils. Il y a ce genre d'outil-là, qui est un peu cheap, hein, c'est pas, voilà, ça se trouve un peu partout, c'est un bout de clinquant, donc une tôle de ferraille qui est très très fine. Il y a un collier, en fait, qui peut faire plusieurs dimensions, du très petit à assez grand. Vous le mettez sur le côté, vous serrez le collier pour serrer, puis ensuite vous essayez de le pousser. Moi, j'aime pas trop parce que malheureusement, souvent la segmentation, parfois, arrive à sortir à ce niveau-là. Donc en fait, quand ça c'est comme ça posé, si la segmentation elle sort sur le côté, bah en fait, vous pouvez plus le rentrer puisque la segmentation elle vient appuyer sur le plan de joint de culasse et donc c'est mort. Donc ça, bon, ça dépanne, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Et après, il existe ce genre d'outillage-là. C'est des anneaux, bon là ils sont en aluminium, usinés, et en fait ils sont coniques. Donc il en existe de chaque diamètre, c'est-à-dire qu'il faut un anneau par diamètre d'alésage. Donc là, c'est l'alésage de notre moteur, donc c'est du 4 pouces 375. Et si vous voulez, autant de ce côté-là, sur le côté où il y a le plus d'épaisseur, ça fait bien 4 pouces 375 piles. Autant de l'autre côté, on voit c'est plus fin ici, le diamètre est plus grand. Donc en fait, c'est conique. Ce qui fait que quand vous le mettez à l'intérieur, naturellement, la segmentation sur les cônes va venir se serrer à l'intérieur des gorges. Je vais vous montrer, ça va être plus facile. On va commencer par mettre un petit peu de lubrification au niveau du coussinet, donc graisse d'assemblage sur la partie supérieure. Le fût, alors évidemment tout est nettoyé avec un dégraissant, un petit peu d'huile classique, pas beaucoup, histoire que ça glisse bien à l'intérieur et que la segmentation soit pas à sec. Pareil, sur les jupes, je vais mettre un petit peu. Pareil sur la segmentation. Voilà. On fait attention au sens. Tout ce qui est tierçage de segmentation, j'avais déjà fait dans la vidéo juste d'avant. On prend le cône, on met dedans, on pose comme ça. Donc ça se sent plus ou moins tout seul. Il faut peut-être un tout petit peu aider au début, mais vous voyez, en fait, il y va limite tout seul. Une fois qu'il est un petit peu dur comme ça, on s'assure qu'il est bien plan sur le plan joint de culasse. Et il suffit juste de tapoter un tout petit peu, pas fort. Hein. En fait, la segmentation, il va tout seul. J'ai vraiment pas taper fort. Et voilà. La segmentation est comprimée et le piston est dedans. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de choper la bielle. On pousse, hop là, contre le maneton, le chapeau de bielle. Alors, je préfère vous le dire, bien sûr, j'ai mis de la lubrification au niveau du coussinet. Par contre, je ne vais pas remettre de la graisse ARP au niveau de la boulonnerie. En fait, je m'occuperai de tout ce qui est serrage au couple et graissage des vis par la suite quand tous les bielles seront installés. Donc là, on fait attention au sens, comme ça. Hop là. Hop là. Juste approcher. Voilà. Et voilà.
On a fait un que vous n'avez pas vu, plus celle-là qu'on vient de faire. Donc il me reste 6 à faire. Une fois que tout ça sera fait, on aura terminé l'assemblage du bas moteur et on pourra passer à la distrib, je pense. Partie la plus compliquée à expliquer, je pense. Discovery 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff. Ok, donc les distributions. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une distribution, c'est un élément dans votre moteur qui permet de synchroniser la rotation du vilebrequin avec la rotation de l'arbre à cames. Autrement dit, ça permet de synchroniser les ouvertures des soupapes, ouverture et fermeture des soupapes, fonction de la position et du déplacement des pistons dans le cylindre. Il existe 3 designs de distribution. Il y a ce qu'on trouve communément dans les V8, les distributions qui sont à chaîne, donc comme celle-là. Il y a des distributions avec cascade de pignon. Alors là, j'en ai pas, mais on va vous mettre une petite image dans un coin. Et ensuite, il y a les distributions par courroie. Dans toutes ces distributions-là, il y a 2 types de distributions. Il y a des distributions qui sont, on va dire, non ajustables. C'est ce qu'on trouve communément sur les moteurs stock. Donc il y a souvent des repères à aligner. Et vous n'avez pas beaucoup de choix. Normalement, une fois que vous faites ça, votre moteur est calé, il n'y a pas besoin de vérifier. Quand on commence à faire un moteur perfo, il va y avoir des arbres à cames qui nécessitent des calages qui sont différents. Ou alors certains préparateurs vont préférer mettre un peu d'avance, un peu de retard sur la distribution. Et donc pour faire ça, il existe des distributions réglables. Donc là, les 2 modèles sont réglables. Il y a différentes manières de les régler. Là, par exemple, c'est des réglages qui sont assez fixes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment régler finement, on va dire. Ça se joue juste au niveau des gorges qu'il y a dans le pignon du bas, avec des calages qui sont pré-usinés. Puis ensuite, vous avez ce genre de distribution-là, où là, par contre, c'est beaucoup plus fin, puisqu'en fait, on peut régler quasiment au demi-degré près, même au quart de degré près, si on a envie, de 10 degrés en retard et 10 degrés en avance. Comment savoir quel type de calage vous devez mettre? Les fabricants d'arbres à cames vous donnent ce genre de fiche. Donc c'est une fiche avec toutes les données de l'arbre à cames sur les durations, enfin il y a plein de valeurs. Et avant de vous montrer comment régler une distrib sur un moteur, je pense que c'est important de vous parler de ce qui se trouve sur cette fiche et de bien la comprendre. Et donc pour ça, on vous a préparé un petit graphique. Sur ce graphique, sur l'axe vertical, on va avoir les cam lifts. Donc c'est la levée au niveau du profil de cam. Donc on va commencer à 0 évidemment, et puis on va monter gentiment, point 100, point 200, etc., etc. Sur l'axe horizontal, on a représenté la rotation du vilebrequin, à savoir 2 tours, puisqu'il faut 2 tours de vilebrequin pour un tour d'arbre à cames. En haut, vous pouvez voir l'abréviation BDC et TDC. BDC pour Bottom Dead Center et TDC pour Top Dead Center. C'est en gros le point mort haut et le point mort bas, donc ça représente la position du piston dans le cylindre. On va commencer par la gauche. Entre 0 et 180 degrés, on a la phase de combustion. De 180 à 360 degrés, on a la phase d'échappement. De 360 degrés à 540 degrés, on a la phase d'admission. Et de 540 degrés jusqu'à revenir à 0, entre guillemets, on a la phase de compression. Donc les 4 temps d'un moteur à 4 temps. Maintenant que le graphique est peut-être un peu plus clair, on va pouvoir placer les éléments qu'on trouve sur une fiche d'arbre à cam. Donc la première chose qu'on voit très fréquemment, c'est le cam lift. Donc c'est la valeur de levée au niveau de l'arbre à cam. Là, dans mon cas, on est à 0.420. Vient ensuite la notion de cam timing. C'est le moment à laquelle vient s'ouvrir les soupapes, fonction du point mort bas ou du point mort haut. C'est exprimé en degrés. Et dans mon exemple, nous avons
une came d'échappement qui vient s'ouvrir 87 degrés avant le point mort bas de la phase d'échappement. Puis cette came d'échappement se ferme 43 degrés après le point mort haut, donc dans la phase d'admission. Ça me permet d'enchaîner sur une valeur qu'on trouve aussi sur une fiche d'Arbacam, à savoir les durations. C'est la valeur pendant laquelle la came vient pousser la soupape. Dans mon exemple, 310 degrés. Et si on regarde bien, si on fait les 87 degrés au niveau du début d'ouverture, puis toute la phase d'échappement, donc qui représente 180 degrés, puis les 43 degrés qui représentent la partie fermeture, si on additionne tout ça, on arrive donc aux 310 degrés. Donc même chose pour la came d'admission, elle s'ouvre 42 degrés avant le point mort haut, donc dans la phase d'échappement, et elle se ferme 86 degrés après le point mort bas, donc dans la phase de compression. Si on ajoute le tout, et même c'est ce qui est écrit sur ma fiche d'Arbacam, nous avons donc une duration totale de 308 degrés. Ensuite, on trouve exactement les mêmes notions, mais cette fois-ci avec ce qu'on appelle une valeur à 0.050 inch de levée. Donc en fait, c'est exactement les mêmes valeurs, que ce soit cam timing et duration, mais avec la cam qui pousse le poussoir de 0.050 inch. Dans notre exemple, on va avoir une came d'échappement qui s'ouvre à 0.050, 70 degrés avant le point mort bas, qui se ferme à 26 degrés après le point mort haut, et la came d'admission, 25 degrés avant le point mort haut, et 69 degrés après le point mort bas. Accrochez-vous, c'est bientôt terminé. Les dernières valeurs qu'on trouve sur une fiche d'Arbacam, ça va être ce qu'on appelle l'intake center line ou intake center angle, ça dépend. C'est la même chose dans tous les cas, c'est en fait le moment, pareil, en degrés, à laquelle la came d'admission vient le plus ouvrir la soupape. Dans mon exemple, on a une intake center angle de 112 degrés après point mort haut. Dernière valeur qu'on trouve assez communément sur une fiche d'Arbacam, c'est ce qu'on appelle le LSA ou LCA pour Lobe Separation Angle ou Lobe Center Angle. C'est en gros l'écart entre les deux max lift, entre la phase échappement et phase d'admission. Ici, on est à 112. Alors attention, c'est un degré, une valeur qui est donnée sur une rotation Arbacam. Et comme je vous l'ai dit, l'Arbacam tournant 2 fois moins vite que le vilebrequin. Pour notre exemple, sur le graphique, il va falloir qu'on représente les 112 degrés par 224. On va quand même noter 112, mais en réalité, c'est 224 degrés de rotation vilebrequin. Cette valeur nous permet de positionner la pointe de la came d'échappement par rapport à celle d'admission, et on peut même en calculer ce qu'on appelle l'exhaust center angle, donc la position du max lift échappement par rapport au point mort haut. Et ça, en soustrayant l'intake center line, donc les 112, au LSA. Rappelez-vous dans notre exemple qu'il faut multiplier par 2 puisqu'on parle en degrés vilebrequin, donc 224, ce qui nous met aussi à 112 au niveau de l'exhaust center angle. Bref, un peu compliqué tout ça, mais en tout cas avec les valeurs qu'on a à notre disposition sur une fiche d'Arbacam, on est capable d'extrapoler les profils des cams. Elles seront plus ou moins agressives ou douces fonction des fabricants d'Arbacam, mais ça nous donne une idée. Dernier point, bonus, on va dire, on va pouvoir remarquer le croisement des cams, ce qu'on appelle l'overlap, qui ici est donné sur notre fiche d'Arbacam pour 85 degrés. Et c'est vrai qu'en effet, si on regarde la phase d'ouverture-admission qui croise sur celle de fermeture-échappement, 42 degrés plus 43, ça nous donne bien 85 degrés. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a changé notre fusil d'épaule sur ce moteur-là. On va partir sur une distribution par courroie finalement. Sans rentrer trop dans les détails, c'est essentiellement parce que c'est très facile de changer le calage sans rien démonter de l'extérieur du moteur. Donc voilà, maintenant on va passer au montage.
Petite précision, quand vous avez un arbre à cam roller, que ce soit hydro ou méca, il faut respecter un certain jeu avant-arrière. Il faut qu'il soit calé. Autant sur un arbre à cam plat, ça pose pas de problème, autant sur du roller, c'est important. Sur ce type de distribution-là, alors je précise, c'est pas toujours comme ça, mais sur celle-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rondelle d'appui, donc celle-là permet d'avoir une partie anti-friction, et ensuite la partie qui vient fermer, donc c'est cette partie-là, est fournie avec tout un tas de cales de différentes épaisseurs, et le principe de base, c'est de monter toutes les cales au début, mettre la platine par-dessus, tout serrer au couple. Je mets un comparateur en bout comme ça, je fais aller l'arbre à cam avant-arrière, je vois le jeu qu'il y a, et évidemment il y aura beaucoup trop de jeux normalement, et fonction du jeu qu'il y a, je pourrais retirer le nombre de cales que j'ai besoin pour avoir le bon jeu. Je fais ça, et je vous montre le calage par la suite. La distrib est installée complètement, mais par contre, elle n'est pas du tout calée. On a juste jeté ça comme ça, à peu près sur les repères, mais elle n'est pas du tout calée. Pour faire le calage, première chose à faire, c'est d'installer une roue graduée. Donc ça va permettre, comme on l'a vu dans le graphique, comme toutes les valeurs de calage sont par rapport au point mort haut, souvent, il faut déterminer le bon point mort haut. Alors, je ne vais pas refaire la procédure, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, donc je vous laisse aller regarder si jamais vous intéresse. Donc là, je vais faire comme ça, et le disque va être calé à 0, avec un comparateur qui est pointé sur un poussoir, et on va pouvoir passer au calage proprement dit. Je pense qu'on va rapprocher un petit peu la caméra, histoire que vous voyez tout ça, et je vous explique comment ça se passe. Alors, comme vous l'avez vu dans le graphique, une des valeurs de la carte d'arbre à cam qui est assez facile à viser, c'est le max lift de l'admission, c'est-à-dire quand est-ce que le max lift de l'admission apparaît par rapport aux rotations Villebrequin. Donc pour faire ça, comme je vous ai dit, il y a un comparateur qui pointe la cam d'admission et on va aller chercher le max lift au niveau de la cam d'admission et voir à combien on est en termes de degrés Villebrequin. Donc je vais tourner jusqu'à ce que ça monte. Là, on est à 400. 407, et là, ça redescend. C'est très difficile de viser le max lift pile, puisque comme le dos de la cam est arrondi, il y a quand même une large plage où en fait la cam pousse à fond. Donc ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ce point-là, je vais remettre à 0, et je vais redescendre de, mettons, 0.050 inch d'un côté, 0.050 inch de l'autre. Donc en fait, je vais aller d'un côté, aller de l'autre, relever à chaque fois les 2 degrés, et la moyenne des deux, ça sera le point milieu pile de la cam. Donc là, j'ai mis à 0, je vais retourner en arrière. Donc là, un peu trop loin, je vais faire 50 piles. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Vous levez, ça sera plus simple. Ok, donc 50 piles. 50 piles, je suis à 90 degrés. On tourne complètement et on redescend jusqu'à moins 0,50 inch. 44, 45, tout petit peu. 50. Là, on est à
171. Donc si on fait le delta, donc de 90 à 170, donc il y a 81 degrés, donc ça fait 40,5. Donc on est à 90 plus 40,5, ça fait 130,5, sachant que normalement on est censé être à 112. Donc en fait là, l'arbre à cam n'est pas bien calé, il a beaucoup trop de retard, et donc il va falloir jouer avec les vis ici, voire peut-être même décaler d'une dent, pour revenir sur le calage qui est correct. Donc je vais faire ça en off parce qu'il y a quand même pas mal de montage-démontage évidemment, et je vous reprends quand c'est calé pile comme il faut. Après plusieurs montages, démontages de la distrib, elle est enfin calée, elle est pile poil. Donc là, si on refait la même chose que tout à l'heure, à savoir essayer de viser le max lift admission, donc ce qu'on appelle l'intake centerline, qui est censé être à 112. Si on se met à 112 degrés de rotation Villebrequin, après point mort haut, donc 110, 112, hop, bon, un petit peu après, on est pile poil au max lift admission. Donc je peux vous montrer, si jamais je vais dans l'autre sens, ça diminue. Si jamais je vais dans l'autre sens aussi, ça diminue aussi. Enfin voilà, de toute manière, moi je vous le dis, on est à 112 pile poil calé. Et à partir de là, on peut essayer de vérifier toutes les autres valeurs qu'il y a sur une fiche d'arbre à cam. Par exemple, là, on peut regarder le moment d'ouverture de la cam quand elle est à 0,50. Donc on va revenir en arrière. Je vais revenir quand la cam est complètement fermée, en tout cas quand elle ne pousse rien, donc on est à 0 pile. Je vais aller chercher un point 0,50 et de mémoire sur le graphique, on devait être aux alentours de 25-26 degrés avant point mort haut d'ouverture. Donc le but c'est de vérifier ça. Donc là, on va aller chercher un 0,50 inch de levée de la cam, 49,5, tout petit peu, pas évident. Voilà. Et donc là, on est à 26, 27 à peu près en degrés avant point mort haut. Donc on est vraiment, vraiment bien. C'est difficile d'être pile poil au demi-degré près. Et on peut faire ça pour toutes les valeurs. Valeur de fermeture à 0,50, sur l'échappement. On peut faire ça pour vraiment toutes les valeurs. Et normalement, c'est censé correspondre. J'ai bien conscience que c'est pas forcément évident cette étape-là. Je pense que ça fait partie des trucs les moins évidents sur un moteur. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur ça ou sur d'autres choses d'ailleurs, à laisser un commentaire. J'essaierai de répondre au maximum. C'est la fin de la vidéo du coup. Je pense que la prochaine fois, on verra pour fermer le bas moteur, peut-être commencer à installer les culasses. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre pour voir la suite du projet. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.